aujourd'hui, c'est le grand jour du résultat de l'étude qu'on a lancée donc avec Acton au début d'année, là, au mois de janvier. On a mis un petit peu à contribution nos clients, nos prospects sur cette problématique du recrutement en urgence. Et donc, on a des résultats qui sont assez intéressants et qu'on aimerait bien vous partager aujourd'hui. Donc, je vais lancer la présentation. On va commencer par se présenter avec Jonathan. Donc moi, je suis Antoine Poiron, je suis directeur des offres sourcing et recrutement chez Pixid et des partenariats. Pixid, c'est une entreprise qui a un petit peu plus de 15 ans, qui a 150 000 clients qui expriment des besoins de recrutement sur la plateforme au quotidien et qui gèrent la relation, et notamment avec les entreprises de travail temporaire pour gérer en fait tout le process métier. Et on gère à peu près 250 000 missions par jour, donc on a de gros volumes. Et on a 3 offres principales sur la plateforme. C'est bien évidemment notre cœur historique, la gestion de l'intérim, hein, donc vraiment tout le process de la demande qui passe par le contrat, le relevé d'activité jusqu'à la facture et le bulletin de paye. Mais on a aussi des solutions pour gérer du recrutement en CDD, en CDI avec de la multidiffusion et la digitalisation également vers la ressource, le candidat, le salarié, l'intérimaire. Donc voilà pour Pixid. Et donc moi, Jonathan Mignard, manager chez Acton. Donc je suis chez Acton depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Acton, c'est un cabinet de conseil qui existe depuis 20 ans. Enfin, on fête nos 20 ans cette année, spécialisé autour des systèmes d'information ressources humaines. Donc, juste pour repréciser, quand on parle de système d'information ressources humaines, il faut bien avoir en tête qu'on parle de tous les applicatifs qui aident à la gestion des ressources humaines. Donc, on pense principalement aux outils de gestion administrative et de paye, de gestion des temps et des activités, et aussi tout ce qui gère l'ensemble des talents, donc savoir le recrutement, la formation et la gestion des compétences. On est aujourd'hui environ 300 consultants répartis sur tout le territoire, autour de 3 agences, Paris, Lyon et Lille. On génère environ un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros et on intervient principalement sur 3 domaines distincts. Le premier, l'organisation et les process RH, où on aide nos clients autour de problématiques SIRH pour les aider à prendre du recul sur l'organisation de leur SIRH, les aider à se questionner, voire à remettre en cause leur outillage et les conduire vers des transformations. Est imbriqué derrière tout notre aspect de service et de prestation, où justement, c'est plutôt la conséquence de ces questionnements. Lorsque le client a décidé d'agir pour se transformer, nous sommes à sa disposition pour l'accompagner dans son projet de mise en place de solutions SIRH. Et puis derrière, tout ce qui est technologie et innovation, qui est plutôt la mise en œuvre au sens strict, donc au sens intégration des outils, de solutions SIRH du marché qu'on connaît bien, ou des développements qui sont faits par notre savoir-faire pour justement permettre aux organisations de s'équiper, d'automatiser de plus en plus leur SIRH. Pour résumer, on a 4 marques aujourd'hui au sein de notre groupe. Donc Acton, qui est la marque historique du groupe. Acton BI, qui est une filiale spécialisée dans l'exploitation des données RH, donc pouvant aller jusqu'à du prédictif. Kixi, qui est la filiale spécialisée sur le conseil, notamment sur le développement de la marque employeur et sur la digitalisation des process RH. Et enfin, Acton Technologies, qui est une filiale axée dans le développement d'outils divers pour justement moderniser le SIRH. Merci pour cette présentation très complète, Jonathan. Je vois qu'il y a encore des gens qui se connectent. Bonjour Estelle, bonjour Hugues. Vous avez un petit chat à droite sur lequel vous pouvez commencer à poser des questions. Alors le but, c'est déjà, on va essayer de vous montrer les réponses aux questions qu'on a posées à nos prospects, mais n'hésitez pas à chatter directement et on verra si certaines questions, on les prend au fil de la présentation ou alors on y répondra plutôt à la fin. Nous avons prévu 15 minutes pour cela. Donc, je vous propose qu'on commence avec le programme. Donc, on va un petit peu vous présenter le contexte, en effet, de cette enquête. Le recrutement en urgence n'est pas un nouveau sujet, hein, mais c'est vrai qu'avec le contexte Covid, il y a des choses qui se sont un petit peu accélérées. Donc, on vous donnera un petit peu un échantillon du marché et puis du contexte. Les enjeux aussi dans les entreprises, ça se voit vraiment dans les réponses, hein. Il y a vraiment des choses qui ressortent sur des problématiques, des projets. Et bien évidemment, ça a des impacts sur
sur les organisations, les services. Et donc là aussi, il y a des choses assez intéressantes, des pistes de réflexion à mener dans les organisations pour régler ce problème. Donc, le contexte. C'est vrai que chez Pixit, comme on gère d'énormes flux de missions, de demandes de recrutement, et notamment sur la partie intérim, on est un acteur privilégié du secteur. Ben, vous voyez en fait là sur le graphe la chute le 18, je crois, mars 2020, après la décision du président de mettre la France sous confinement, ben, la chute du nombre de missions qui passaient par la plateforme. Et le retour assez rapide, en fait, dès le mois de mai, et la réouverture, en fait, où toutes les entreprises se sont mis à reproduire, à resservir assez rapidement. Ce que le graphe ne dit pas, mais qui est important ici, c'est que déjà, tous les secteurs n'ont pas été impactés de la même manière. On aperçoit que sur les secteurs comme le BTP ou l'automobile ou plein de choses, là, il y a vraiment une fermeture complète des usines. Par contre, des secteurs comme le transport, la logistique, ont plutôt, eux, eu un essor des emplois. Et donc, c'est assez irrégulier, mais on voit quand même qu'on a retrouvé une activité au mois de mai pratiquement équivalente au niveau d'avant confinement. Donc ça a été assez important pour nous de montrer, enfin on voulait vous le montrer. Ce qu'on ne voit pas également, c'est que les entreprises ont raccourci la durée d'émission. Pourquoi? Parce que dans un contexte instable, on ne savait pas exactement s'il y avait alors d'autres confinements, la croissance n'est pas non plus à des pourcentages exceptionnels, donc les entreprises ont besoin de flexibilité et recrutent sur des contrats de plus en plus courts. Nous, on a une réduction de 50% de la durée d'émission qui était plutôt aux alentours de 3 semaines, 1 mois, et que là, qui a été raccourci plutôt aux alentours de 12 jours en moyenne sur la plateforme. Donc, c'est des impacts qui sont assez importants. Sur le marché, on a vu aussi que les offres d'emploi, dès le mois de mai, ont été, pareil, ont retrouvé les niveaux d'avant confinement. Par contre, sur ces offres d'emploi, il y a une énorme concentration sur les contrats flexibles, des contrats d'intérim, des CDD, et également sur des profils très opérationnels, très peu qualifiés. Vraiment, ce qui a aidé les entreprises à remettre les usines en route, à remettre les chantiers en route, ça a vraiment été des profils opérationnels, et les recrutements plutôt de managers ou de cadres ont plutôt été repoussés à 2021, voire 2022. Donc, du coup, côté Acton, pour compléter un peu ce que dit Antoine, le contexte de cette étude est venu de 2 constats relativement simples. Et là, le premier, c'est un constat plutôt général quand on parle de emploi, enfin, quand on parle de l'emploi, que ce soit dans les médias, à travers les journaux, tout ce que vous voulez, on entend souvent des termes négatifs où on parle souvent de chômage, de destruction d'emploi, de précarité. Ce sont des termes qu'on entend beaucoup, alors qu'au final, le marché de l'emploi reste quand même, malgré la crise, très dynamique. Un chiffre tout simple, sur 2020, malgré le contexte sanitaire et la pandémie, on a quand même constaté plus de 250 000 postes qui ont été créés au cours de cette année. Il y a quand même des secteurs très porteurs, notamment tout ce qui touche autour du e-commerce, et qui ont justement contribué à ces créations d'emplois. Et puis derrière, d'un point de vue vraiment Acton et par rapport à nos missions, l'origine de cette étude aussi est d'un constat simple observé chez nos clients qui font appel à nous pour justement avoir des audits ou avoir des réponses sur la qualité d'organisation de la production de la paye. On se rend compte qu'en remontant un peu l'ensemble du process, la fragilité d'un process de paye et de la production de la paye peut aussi s'expliquer avec la fragilité du process de recrutement. Et cela à travers 2 prismes. Déjà, celui à travers des services RH ou administration du personnel, ou dans des secteurs assez marqués type industrie ou médico-social, on a observé des méthodes de recrutement en urgence très rapides, en mode qu'on appelait un peu en mode post-it, où les opérationnels chefs de service vont donner à leur service d'administration du personnel des post-it, des feuilles, des choses assez volantes pour justement donner les informations sur les salariés qui vont entrer dans leur structure ou qui sont peut-être des fois déjà entrés dans leur structure. Donc derrière, c'est charge à l'administration du personnel de trouver les informations manquantes
pour réaliser les contrats de travail et permettre le traitement de la paye au niveau de ces ressources. Donc, inutile de vous dire que la perte de temps est énorme, que du coup, pour ces services-là, on s'écarte de la mission principale et de la valeur ajoutée de ces services, et que derrière, on va impacter le service en termes d'administration notamment, puisque du coup, les dossiers vont être traités en urgence et donc du coup avec de mauvaises qualités de données, des multiples saisies et voire des pertes d'informations. Au bout, on va avoir du mal à fournir le contrat de travail en temps et en heure aux salariés. Et puis derrière, l'impact en paye va être déterminant parce qu'on ne s'affranchit pas d'erreurs sur les bulletins de paye, donc du coup, qui génère de l'insatisfaction au niveau des salariés et puis derrière, qui ternissent l'image de marque de l'employeur. Deuxième focus, par rapport à la fonction recrutement. Ce qu'on constate quand on observe ces process de bout en bout, on observe que généralement, la fonction recrutement est beaucoup moins bien outillée que la fonction administration du personnel et paye. Où du coup, ces fonctions administration du personnel, on profite de plus en plus des outils GA Pay de plus en plus performants avec des portails collaboratifs permettant d'échanger les informations, alors que du coup, la partie recrutement est encore peu outillée et du coup, on fonctionne sur des process de recrutement encore très basiques, où du coup, de la demande de poste jusqu'à la diffusion d'offres d'emploi et le tri se fait de manière manuelle, où on ressaisit beaucoup, où derrière la transmission d'informations est généralement papier ou oral. Et derrière, du coup, on acquiert un retard important. Les conséquences derrière, et je terminerai là-dessus, elles sont simples. Du coup, on augmente les délais de recrutement. Et derrière, forcément, ça a un impact sur le business, puisque du coup, on perd en efficacité. Et derrière, on perd aussi en efficacité sur la gestion du candidat dans un premier temps, et voire du collaborateur. Et c'est encore plus vrai, ces points de friction ou ces process inefficients sur du recrutement en urgence, où forcément on a besoin de réactivité, de communication fluide entre les opérationnels, les managers et les RH. Mais je te propose, je crois que Jonathan, tu as prévu de nous en parler un peu plus en détail après, donc on va revenir. Est-ce que tu pourrais nous présenter l'échantillon un petit peu des interviewés, s'il te plaît? Pas de souci, donc très simplement et déjà merci encore pour toutes les réponses qu'on a pu recevoir parce que du coup ça nous permet de donner justement de la profondeur à notre étude. Donc ce qu'on voit rapidement, c'est que le panel de réponses est très hétérogène. On a un gros panel d'entreprises avec une prédominance pour les grosses entreprises, en tout cas de plus de 500 salariés. Plus de 50% des entreprises répondantes sont à plus de 100 recrutements par an, donc ce qui est quand même très important. Et le profil des répondants aussi est significatif, puisque dans la majorité des cas, ce sont des managers RH avec une expérience significative qui leur, du coup, confère un certain recul, une certaine assise par rapport à toutes ces problématiques autour du recrutement. Les secteurs d'activité sont également bien représentés avec forcément des secteurs qui reviennent souvent, donc la santé, le médico-social, l'industrie et le commerce et la distribution. Et donc, ce qui montre bien qu'aujourd'hui, la problématique du recrutement est une problématique partagée par l'ensemble des entreprises aujourd'hui en France et du coup est un point majeur pour justement le bon fonctionnement de ces organisations et leur pérennité aussi dans le futur. Donc, en effet, hein, ce besoin-là, bon, ça nous a rassurés, hein, puisque, comme tu le dis, 100% des entreprises interrogées procèdent à du recrutement en urgence. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas forcément, comment dirais-je, organisé pour anticiper les besoins liés à l'activité et que forcément, il y a du recrutement, des décisions qui doivent être prises en urgence hyper rapidement. Donc, est-ce que tu pourrais un petit peu nous détailler pourquoi justement, quels sont ces facteurs-là, ces enjeux qui sont liés à ce recrutement en urgence? Tout à fait. Bon, déjà, c'est quelque chose qui nous a bien surpris de savoir que l'ensemble des répondants quand même étaient concernés par cette problématique et du coup, avec les conséquences que ça peut engendrer derrière. C'est même aussi assez surprenant de se dire que plus de 2 tiers d'entre elles font des recrutements d'urgence de manière quotidienne. Donc, ça montre quand même et ça laisse imaginer justement tous les efforts et les implications que ça entraîne. Et derrière, en termes de justement de facteurs, il y en a, ils sont multiples, hein.
Et on l'a bien constaté aussi avec la crise sanitaire, ce sont des pics d'activité soudains qui peuvent être durables. Donc, on pense notamment au secteur logistique et le développement du e-commerce notamment. Les remplacements en urgence suite aux absences des salariés. Alors là, tous les secteurs sont forcément concernés, et certains plus que d'autres, mais en tout cas, suite à la pandémie, tout le monde a été concerné puisque du coup, il y a eu beaucoup de personnes arrêtées. Des fois, des besoins en ressources rares, notamment dans le secteur médico-social, en termes de médecins et d'infirmiers, par exemple. Beaucoup de besoins aussi dans des métiers qui s'exercent de manière continue et qui impliquent du coup de multiples recrutements pour un seul et même poste, puisque du coup, il faut avoir l'ensemble des ressources qui agissent tout au long de la journée et de la semaine. Des fois aussi des problèmes par rapport à des niveaux de salaire qui ne permettent pas non plus d'avoir un effectif stable sur certains postes et qui derrière entraînent de forts turnovers. Et puis derrière, ça tu l'as déjà dit aussi, c'est un facteur important, c'est que les entreprises peuvent de moins en moins anticiper. Et du coup, l'activité devenant incertaine, on va recruter à chaque fois au dernier moment sur des délais de plus en plus courts. Oui, bah c'est vrai que c'est notre quotidien, nous, dans nos discussions avec nos clients ou nos prospects, c'est comment on résout ce problème-là. Et donc, le premier biais un petit peu de cette étude, c'est qu'on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de répondants qui venaient des équipes RH et un petit peu moins des équipes opérationnelles ou management qui sont en charge de la production. Mais alors, il y a quand même 71% des entreprises ou des répondants qui sont satisfaits. Et donc ça, c'est assez intéressant de voir qu'il y a un problème, mais que si on leur demande si c'est satisfaisant, la réponse est plutôt unanime. Et pourtant, quand on regarde les 29%, hein, le tiers de gens qui sont non satisfaits, on s'aperçoit qu'ils viennent principalement des équipes opérationnelles ou managériales. C'est-à-dire qu'on voit très bien que les critères de satisfaction ne sont pas les mêmes quand on demande à un opérationnel qui doit faire tourner son usine, sa ligne de production, son chantier, que quand on le demande à une équipe RH en centrale qui doit gérer le recrutement pour tout un groupe. Également, on s'aperçoit qu'il y a dans les réponses des gens non satisfaits une grande différence en termes d'organisation. Puisqu'on avait posé la question, est-ce que vous êtes organisé plutôt en centrale, c'est-à-dire que toutes les demandes de recrutement sont gérées par une équipe. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une centaine ou 200 sites, tout le monde fait sa demande en centrale qui gère la multidiffusion, la gestion des viviers, le contact avec les candidats et qui ensuite renvoie les candidats sélectionnés aux opérationnels. Et soit on est décentralisé, c'est qu'on donne un petit peu plus de pouvoir à l'opérationnel en local pour pouvoir gérer les premières étapes du recrutement, ou alors ça dépend des profils. Il y en a qui ont des équipes pour gérer les alternants, des équipes pour gérer les CDD, des équipes pour gérer l'intérim. Ça peut être assez différent. Et là, on s'aperçoit encore une fois que ceux qui sont principalement non satisfaits, c'est plutôt ceux qui ont une organisation centralisée, donc un petit peu plus rigide. Donc là, on voit aussi clairement une piste de réflexion vers une décentralisation du process. Et Jonathan va en reparler un peu plus tard pour pouvoir justement fluidifier ça et que ça ne fasse pas goulot d'étranglement au niveau des RH pour pouvoir justement gagner en réactivité. On sent aussi, je reste encore sur le slide d'avant, on sent aussi à ce niveau de satisfaction qu'on a plutôt un niveau de satisfaction sur la quantité, entre guillemets, où du coup on se dit qu'on arrive à satisfaire les recrutements parce qu'on arrive à finir par pourvoir les postes. Par contre, il n'y a aucun aspect de qualitatif qui ressort justement au niveau de cette satisfaction, où justement on pourrait justement avoir des retours, ne serait-ce aussi que des salariés récemment embauchés par rapport à des entretiens, par exemple, qu'on pourrait faire aussi à l'issue des périodes d'essai pour justement avoir des retours par rapport à ces recrutements-là également. Donc, il manque vraiment cet aspect qualitatif sur la qualité des recrutements. Alors nous, c'est vrai qu'il y a beaucoup de… Jonathan, je ne sais pas si vous avez aussi ce genre de retour de la part des opérationnels ou des RH, mais en effet, sur cette partie qualitative, il y a beaucoup d'entreprises aussi qui se sont positionnées sur comment faire pas des sondages, mais des retours d'expérience déjà sur la phase amont, la phase candidature. Est-ce que tout s'est bien passé pour améliorer sa marque employeur? Et en effet, la phase post-recrutement,
et notamment intégration dans l'organisation, mais côté salarié et également côté manager, parce que bien évidemment, les retours qualitatifs peuvent être donnés de 2 points de vue. Bah, nous, on a un gros sujet là, avec un client actuel, justement sur ces problématiques-là, où du coup les DRH sont venus vers nous en nous demandant comment je peux faire pour justement continuer cette information, parce que j'ai des personnes au niveau de mon recrutement finalement qui ne viennent pas, donc j'ai besoin de savoir et de comprendre aussi pourquoi ils ne viennent pas. Est-ce que ça peut être aussi lié à des aspects de rémunération et pourquoi finalement ils ne signent pas chez nous. Et pareil aussi, avoir justement ces retours et commencer à consolider des bases de données aussi autour de ça par rapport à tout ce qui tourne autour des périodes d'essai, des entretiens de fin de période d'essai, pour justement avoir un meilleur suivi de ces personnes qui viennent tout juste de rentrer dans leur organisation. Aujourd'hui, ils n'ont rien et ils cherchent justement à travailler ces points-là qui sont très structurants pour eux et pour leurs axes de développement derrière. D'accord. Alors justement, pour continuer sur le sujet de l'efficacité des recrutements, là les réponses sont encore assez épatantes, hein, c'est assez surprenant, mais une majorité des interviewés pensent que le processus de recrutement est efficace. Pourtant, ils ne le mesurent pas. Ils ne mesurent pas de manière ou quantitative ou qualitative, hein, comme tu viens de l'expliquer, Jonathan, cette efficacité du recrutement. On avait listé plusieurs raisons, hein, et il y a 3 raisons qui ressortent qu'on vous montre ici, c'est-à-dire le manque d'outils principalement, le manque de moyens financiers et le manque de temps. Alors on s'aperçoit que ces 3 raisons sont un peu liées les unes avec les autres, bien évidemment, puisque si on n'a pas forcément de budget, on va pas prendre un outil en interne pour pouvoir justement améliorer ces recrutements. Et si on n'a pas d'outils, c'est très compliqué avec ses petites mains, avec un fichier Excel, de pouvoir gérer en fait des critères, des indices et suivre ces indices sur justement l'efficacité du recrutement. Alors qu'à travers un outil, quand on met en place un outil, le but c'est justement de voir où est-ce qu'on gagne du temps, où est-ce qu'on a amélioré, et notamment on parle beaucoup de ROI et ce genre de choses. Et justement pour faire le lien avec les critères, des idées de critères que les entreprises aimeraient en fait mettre en avant pour mesurer en fait cette efficacité, on s'aperçoit que là c'est le taux de turnover, le taux de validation des périodes d'essai et la durée de recrutement. Alors les réponses ne sont pas forcément en lien avec le sujet initial qui était le besoin de recrutement en urgence, mais je vais juste vous donner un petit exemple d'un client notamment qui voulait travailler sur son turnover et qui a mis en place la vidéo de motivation pour pouvoir justement mieux qualifier les candidats, améliorer son recrutement, et ils se sont aperçus que le taux de turnover avait baissé de 50% au bout d'1 an, c'est-à-dire qu'en fait la qualité du recrutement était bien meilleure grâce à ces vidéos de motivation. Donc vraiment le but de s'outiller aussi, c'est de suivre ces critères et de voir comment on peut améliorer les process dans les organisations. Est-ce que toi, Jonathan, tu as d'autres exemples là-dessus aussi sur ces critères que vous mettez en place? Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que sur ces critères-là, forcément, on va avoir du mal après derrière à les appliquer dans des recrutements en urgence. Ça montre que sur justement ces indicateurs, on reste vraiment macro avec le peu d'informations qu'on a. On ne sait pas non plus bien chiffrer aussi les vecteurs de recrutement. Est-ce que peut-être mon recrutement sur LinkedIn marche mieux que celui sur Queldir.com ou ce genre de choses? Il y a plein de choses comme ça qu'on ne sait pas mesurer qui manquent. Et donc, du coup, ces indicateurs aussi vont bien montrer que sur de la problématique de recrutement en urgence, on va recruter aussi beaucoup de contracteurs, etc. On va avoir, ces indicateurs vont avoir du mal à avoir un impact. Typiquement, le taux de validation des périodes d'essai pour un contrat qui dure une semaine, forcément l'impact, ce KPI-là est du coup moins intéressant. Donc là-dessus, il y a tout un flou, on le voit bien par rapport à cette problématique et par rapport à tout ce qui manque. Et justement, sur cette durée de validation ou cette durée
recrutement, il y a une étude de la DARES qui date de 2020 qui dit qu'en fait, la durée moyenne des recrutements, même pour des contrats courts, elle est plutôt d'une semaine. Et donc, on s'aperçoit que quand on va embaucher quelqu'un en urgence pour le lendemain et pour un contrat de 3 jours, par exemple, on peut pas se permettre d'avoir une durée de recrutement d'une semaine, parce qu'en fait, le besoin, il est passé et donc c'est vraiment trop tard pour pouvoir servir le client. Et dans les critères aussi qui ne ressortent pas ici dans l'étude, c'est les chiffres d'affaires perdus, en fait, puisqu'aujourd'hui, les RH et les recrutements ne sont plus uniquement un centre de coût, mais ils travaillent vraiment aussi main dans la main avec la direction pour aider l'entreprise à gérer la croissance, à gérer l'activité. Et donc là, par exemple, dans le BTP, hein, encore une fois, hein, qui sont nos clients principaux également chez Pixid, quand il n'y a pas de la bonne qualité, la bonne personne qualifiée sur le chantier et que le chantier ne peut pas avancer, ben, il y a des frais de retard qui sont payés en fait par nos clients à leurs clients. Donc il y a un vrai impact justement de pouvoir en fait allouer la bonne ressource au bon endroit dans les organisations. Un autre exemple aussi, exactement dans ce même, dans ce même ordre d'idée, et justement sur cet aspect chiffre d'affaires perdu, celui dans la restauration où lorsqu'on va chercher quelqu'un, enfin un serveur, et que justement on ne trouve pas de serveur pour les prochaines journées, c'est à chaque fois 40 couverts qui ne peuvent pas être servis. Alors, effectivement, l'exemple est mal choisi en ce moment, les restaurants sont fermés, mais en tout cas, l'impact sur le chiffre d'affaires est réel. Et c'est vrai que là-dessus, c'est des choses qu'on ne voit pas remonter, alors qu'effectivement, c'est quand même le nerf de la guerre, c'est de quand même de faire tourner l'ensemble des activités des organisations. Oui, alors il y a Alain qui demande si l'urgence est-elle compatible avec la qualité. C'est une question qui est assez difficile, mais aujourd'hui, justement, le but, c'est malgré l'urgence, les besoins des entreprises sont quand même parfois complexes sur des profils pénuriques. Et donc, même en urgence, on a besoin d'avoir une sélection qui est assez importante, d'avoir des retours d'évaluation, d'avoir ce genre de choses pour justement pas se tromper. Donc c'est on peut toujours avoir de la qualité malgré l'urgence, si je peux me permettre. C'est ce qu'on voit un petit peu dans les. À minima, on peut accentuer cette qualité en étant outillé, en ayant plus simplement l'information déjà. Ouais. Tout à l'heure, Jonathan, tu avais introduit justement la partie administrative et juridique dans ces recrutements en urgence, et on sait aussi que plus les contrats sont courts et plus il y a des règles à appliquer en termes de droit français. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus aussi là-dessus? Tout à fait. Alors là-dessus, au niveau du résultat de l'enquête, il y a quasiment 8 répondants sur 10 qui ont dit que sur la traçabilité juridique et le respect de leurs actes légaux, en tout cas en termes notamment de contrat de travail, etc., ils étaient en règle. Honnêtement, quand j'ai vu ce type de réponse, j'ai été très surpris parce qu'aujourd'hui, dans la grande majorité des clients que j'accompagne ou que j'ai accompagnés, et surtout ces clients où il y a beaucoup justement d'utilisation de contrats courts, de recrutement en urgence, etc., il y a toujours eu une problématique justement de production de contrats et de signature de contrats en temps et en heure. Donc même si les statistiques sont correctes au niveau du questionnaire, moi je m'interroge grandement sur justement la véracité de ces chiffres parce que aujourd'hui, on demande aux organisations de fournir le contrat de travail dans les 48 heures après l'entrée du salarié. Moi, j'ai souvent vu dans des organisations des contrats signés une semaine après. En tout cas, beaucoup de salariés qui intervenaient au sein des entreprises sans contrat. Pour rappel, la législation s'est relativement assouplie parce que du coup, aujourd'hui, on ne parle plus de requalification CDI systématique. Par contre, il y a quand même des frais, des pénalités qui peuvent être demandées par les salariés et pouvant s'élever à 1 mois de salaire. Donc, si on les ramène au nombre d'entrées à chaque fois, notamment, on a des clients où il y a quand même des volumes d'entrées-sorties assez importants, ça peut monter des fois jusqu'à 250 000. Si on les ramène justement à 1 mois de salaire à chaque fois, ça peut vite être compliqué pour les organisations. Donc là-dessus, pareil, nous, ce qu'on a l'habitude de préconiser aussi dans nos interventions, c'est de s'outiller là-dessus pour sécuriser ce process-là. Donc du coup,
qui est pour dématérialiser les contrats et justement permettant de cadrer au niveau de cette législation et justement d'être en conformité légale du point de vue de l'employeur par rapport à leurs salariés. Par contre, forcément, cet usage-là a un prix. Et puis derrière, n'est pas forcément toujours facile à mettre en œuvre parce que du coup, on a encore aujourd'hui un grand volume de la population qui est réfractaire à la dématérialisation d'actes juridiques tels que justement la signature du contrat de travail. Et en plus de ça, je rajouterais même que là aussi, il y a un impact aussi en termes de process, puisque du coup, il va falloir mettre le manager en garant légal et justement le sensibiliser à cet aspect légal par rapport à son collaborateur. Alors, enfin, juste pour compléter, même si c'était déjà très complet, nous, on a également été très surpris de ce taux de réponse, puisque quand on pose la question à nos prospects sur combien vous recrutez de CDD ou combien vous avez de contrats signés par semaine, par jour et tout, personne n'est capable de nous répondre en fait sur la quantité de recrutement ou de CDD ou de contrats, sur la volumétrie à un temps T. Puisque justement, encore une fois, ils sont pas outillés du tout pour avoir une vision globale, hein, et on va le voir un petit peu après, c'est aussi une piste de réflexion. Donc, c'est vrai que quand on n'a pas ce genre de vue, je me demande comment on fait pour contrôler justement qu'on respecte bien les règles juridiques, notamment aussi tous les contrats qui sont signés en local entre des opérationnels directement avec les salariés sans avoir été prévalidés par les RH. Donc là aussi, il y a des risques d'erreur sur des clauses ou ce genre de choses. Donc on le voit tous les jours, nous, dans nos échanges avec nos prospects ou nos clients. Est-ce que, justement, la question d'après, Jonathan, c'est qu'on a justement demandé aux interviewés quelles étaient leurs problématiques actuelles pour voir si ça avait un lien aussi avec ce recrutement en urgence. Clairement, déjà, globalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux groupes de problématiques. Le premier groupe, c'est le groupe de problématiques vraiment RH, qui va du manque de candidats jusqu'à l'absentéisme. Constat de départ, c'est pour moi, l'absentéisme reste justement la grande problématique. Derrière, les services RH doivent s'atteler à traiter cette problématique avec des politiques incitatives pour inciter justement à l'assiduité. Mais il y a toujours cet aspect non maîtrisable autour de cette problématique et notamment dans un contexte pandémique. Derrière, l'absentéisme, du coup, va remonter l'ensemble des problématiques vues un peu au-dessus. Donc, le manque de candidats. Typiquement, le manque de candidats peut s'expliquer par deux biais. Déjà, la rareté des ressources et aussi les besoins de volume importants. Et donc, du coup, même si sur l'aspect rareté des ressources, encore une fois, la politique de l'entreprise, notamment en termes d'avantages et de rémunération, sera un facteur important, il est important par rapport à ces problématiques pour un employeur, une organisation, de pouvoir rayonner sur le marché de l'emploi d'une manière la plus large possible. Il y a plusieurs biais. On a vu certains de nos clients, notamment dans le médico-social, qui font des regroupements d'employeurs pour justement accentuer leur visibilité. Et après, derrière, on peut aussi, encore une fois, passer par l'outillage, donc avec importance de se digitaliser pour justement augmenter sa marque employeur ou s'équiper de plateformes où justement il est possible de s'inscrire pour les candidats et d'être contacté directement. Donc l'ensemble de ces solutions permet de fluidifier le recrutement, de contribuer à la bonne intégration des salariés et puis derrière aussi une bonne agrégation des données sur une base de données unique. L'ensemble de ces process facilitants permettra aussi du coup avoir une meilleure image de marque de l'entreprise et du coup d'améliorer l'aspect bouche à oreille et justement de générer de plus en plus de candidats et d'intérêt par rapport à cette organisation. Là aussi, encore une fois, tout est lié et justement l'intégration des nouveaux collaborateurs y participe aussi. Donc du coup, avec encore une fois au niveau des organisations des process clairs, avec des outillages pertinents aussi, avec des parcours de formation formalisés et derrière un accès facilité aussi à l'information de la part du candidat collaborateur et aussi au niveau de l'organisation en elle-même. Tu parles beaucoup d'attractivité et c'est vrai qu'aujourd'hui les salariés sont un peu considérés comme
des clients un peu comme dans le e-commerce, hein, donc il faut justement les attirer, les fidéliser, il faut leur pousser la bonne information, il faut les onboarder de la bonne manière, sinon en fait dans le cas contraire, eh bien, ils vont au mieux 10 ans, ils vont sur des entreprises qui les onboardent mieux, qui sont plus sexy. Donc c'est vrai que cette guerre des talents, elle est vraiment au cœur des problématiques aujourd'hui RH, et ça a aussi un impact dans les projets qu'ils veulent mettre en place plutôt à court terme, moyen terme ou long terme. Est-ce que tu pourrais aussi nous en dire plus? Parce que là, c'est assez frappant les réponses, Jonathan. Bah là, c'est clair. Ce qu'on constate, c'est que ce qui saute aux yeux, c'est vraiment une vision court-termiste des projets RH. Les problèmes de fond viennent en dernier, en fait, où justement les organisations, enfin, on peut se poser la question que les organisations qui ont des problèmes, des soucis de fidélisation ou de turnover, ont peut-être intérêt justement à mettre sur le haut de la pile des questions autour de la rémunération et les avantages, ou justement la clarté dans leur parcours de carrière pour se rendre justement plus attractive auprès des candidats et des salariés du coup. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que justement, les projets qui reviennent le plus souvent sont des projets très concrets sur un travail sur le process de recrutement, la communication externe pour attirer les nouveaux clients ou la sollicitation de candidats de manière plus automatique avec l'alimentation du vivier qui va derrière. Et puis derrière, l'amélioration dans le processus d'onboarding. Donc du coup, on voit clairement que les entreprises ont conscience qu'elles doivent s'améliorer pour répondre justement à la volatilité des candidats et des salariés. Et du coup, cette demande de réactivité et de simplification de process permet justement à améliorer la vitrine justement de l'employeur et du coup améliorer sa marque. Et on le voit bien aujourd'hui, hein, les candidats, en tout cas les projets RH sont quand même bien dans l'air du temps parce qu'aujourd'hui, les candidats se positionnent comme des clients sur le marché de l'emploi. Et donc, du coup, les entreprises doivent pouvoir leur fournir le service dont ils ont besoin. Donc, c'est-à-dire tout simplement une visibilité sur les postes disponibles et derrière, visibilité sur l'évolution quant à ce poste, derrière au sein de la structure, sollicitation directe de l'entreprise quand il y a un besoin. Le candidat aussi doit pouvoir exprimer ses conditions plus directement, ce qui évite du coup la perte de temps à son niveau, mais aussi forcément au niveau de l'entreprise. Et puis derrière, un traitement des demandes de manière instantanée, c'est-à-dire qu'une fois que le candidat accepte de venir, derrière, tout l'aspect administratif doit être une formalité. Ça doit être transparent pour lui, ou en tout cas lui arriver directement. Et oui, donc en fait, juste, on s'aperçoit, comme tu l'as dit un petit peu en début là, de présentation, que la partie outillage sur l'expérience candidat, sur la partie justement process de recrutement était un petit peu moins déjà réalisée et que les RH avaient plutôt commencé à s'outiller sur la partie administrative, et on va le voir après avec les portails RH. Mais continuons, si tu veux, dans justement pourquoi les recrutements sont trop longs. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on voit là que la durée moyenne d'un recrutement, elle est de plus d'un mois pour 33%. Et encore une fois, c'est beaucoup trop long de manière générale pour pouvoir gérer ce recrutement en urgence. Et donc, dans les réponses, là également, il n'y a pas forcément de surprise. Ce temps de recrutement, c'est-à-dire cette prise de décision pour pouvoir justement prendre un candidat et l'onboarder, il doit être raccourci. Il y a beaucoup d'impact, c'est-à-dire comment on va trouver la bonne personne sur quel canal, parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit que nous on a des clients côté fournisseurs de travail temporaire, mais également corporate, qui vont recruter sur Instagram, sur Facebook. Pourquoi? Parce que les 20-30 ans sont plutôt sur ces réseaux-là et qu'ils utilisent beaucoup moins les canaux traditionnels de job board et de sites emploi qu'il y a avant. Donc, il faut vraiment raccourcir ça. On s'aperçoit aussi que le lien le plus rapide entre un candidat et une RH, c'est le téléphone. Et donc, de devoir à chaque fois poster une annonce, passer dans un process et tout, ça peut également ralentir beaucoup justement cette prise de décision. Donc, il y a une vraie volonté de raccourcir ce recrutement. Comment on le raccourcit? Alors, j'ai déjà commencé un petit peu à en parler, mais il y a en effet ces canaux de recherche-là pour justement dire,
il y a des entreprises qui disent, mais moi, je pose des offres de secrétaire à chaque fois sur ce job board et mes concurrents, je comprends pas, ils arrivent à en recruter, mais ils postent sur d'autres job boards. Bah oui, bah forcément, c'est parce que il faut bien connaître aussi son marché pour pouvoir justement aller cibler, comme tu dis, les candidats qui sont en attente d'offres au bon endroit. Donc vraiment là, il faut également s'outiller, analyser, voir où est-ce que sont les qualifications que je recherche et comment je peux atteindre ces salariés-là ou ces candidats que toi, tu as appelés clients, hein, mais nous aussi, parfois, on les appelle un peu clients. On s'aperçoit aussi que le deuxième critère hyper important, c'est le processus interne. Alors, on va en parler un petit peu plus longuement tout à l'heure, Jonathan, avec toi. Ben justement, hein, cette fluidité entre des opérationnels qui ont le besoin en premier pour éviter qu'ils le fassent le vendredi à 15 heures pour le lundi et que le manager doit valider. Il faudrait plutôt anticiper. Donc là aussi, tout ce process de validation entre les opérationnels, les managers et les RH doit être amélioré. La gestion administrative aussi, hein, puisque à chaque fois qu'on recrute quelqu'un, on a bien évidemment, tu l'as déjà dit, des obligations pour collecter les documents. Nous, on avait des prospects là en période de confinement dans le BTP qui me disaient, en fait, en télétravail, sans outils, je peux pas collecter les documents. Je suis obligé de prendre ma voiture, alors que c'est interdit de sortir de chez moi parce qu'on est confiné, mais je dois quand même aller prendre ma voiture pour aller au domicile du futur salarié, collecter ses documents, lui faire signer un contrat de travail manuel et puis et en plus je le ramène chez moi, je peux pas le ramener au bureau pour l'archiver. Donc voilà, il y a toute cette gestion administrative aussi qui est hyper chronophage. Et bien évidemment une meilleure connaissance du candidat puisque là encore une fois, il faut pouvoir faire un choix rapide, basé sur des critères qui sont plutôt objectifs, hein, c'est-à-dire de présentation, d'élocution, de potentiellement d'évaluation aussi. Hein. Tu parlais des plateformes, mais justement, on commence aussi à noter avoir des candidats qui sont notés pour avoir un effet bénéfique aussi pour tout le monde. Et donc là, mieux on connaît le candidat, plus rapide, plus c'est facile aussi de le recruter. Et donc, tous ces critères-là, généralement, sont sous la forme d'un vivier. Pourquoi? Parce qu'en fait, à travers un vivier, on connaît les candidats, on a potentiellement déjà collecté ces documents. Donc, par exemple, quand on veut recruter quelqu'un qu'on a embauché au mois de décembre pour le mois de mars, c'est beaucoup plus facile parce qu'en fait, dans notre back-office, on a déjà ces documents, ces pièces d'identité. On a juste besoin d'un petit update à faire s'il y a eu un changement, mais on peut justement produire un contrat beaucoup plus facilement et on peut également produire la paye plus facilement. On n'a pas besoin de tout recommencer à zéro. Et donc, ce vivier, là aussi, on s'aperçoit que même si beaucoup d'entreprises l'utilisent, il est assez mal outillé. C'est-à-dire que c'est soit des CV Tech qui sont un peu développés en interne par le stagiaire et c'est quelque chose qui tourne, ou c'est une base de données ou un fichier Excel. Et très peu utilisent vraiment des outils dédiés justement à l'optimisation de ce vivier interne. Dans le vocabulaire, un vivier interne, mais c'est des gens qui sont déjà passés par l'entreprise ou qui ont déjà été qualifiés et qui peuvent justement être sollicités ou être sollicités pour des besoins assez urgents et pouvoir venir déjà rapidement travailler dans les organisations. Alors, c'est un vrai sujet, le vivier, hein, parce que nous, on le constate dans l'ensemble des clients qu'on accompagne. Déjà, le vivier, il est rarement centralisé, donc il peut être variable d'un service à l'autre ou d'un établissement à l'autre. Chacun va se faire son petit vivier dans son coin. Quand on parle de CVTech, généralement, enfin moi j'ai pu le voir et le constater souvent, c'est des classeurs avec l'ensemble des CV papier et qu'il faut à chaque fois feuilleter pour justement contacter les bonnes personnes. Et puis derrière, il faut l'entretenir, le vivier. C'est un gros souci aujourd'hui qu'on constate, c'est que en fait, les organisations, elles n'ont pas le temps de le faire. Parce que on récupère des CV comme ça, mais on n'a pas les informations forcément après derrière qui vont à côté. Donc on parlera de disponibilité, etc. Et ce qu'on a vu, il y a une émergence qui est arrivée aussi de plus en plus, c'est des viviers externes en fait, où justement de plus en plus de clients, d'entreprises vont justement payer un service de vivier externe pour que justement ce vivier soit entretenu par les candidats eux-mêmes et auquel ils auront accès à partager avec d'autres entreprises aussi, et du coup qui leur permettra non seulement d'avoir des ressources à jour, mises à jour par les salariés, les candidats eux-mêmes, donc les propres intéressés,
et derrière consultable et requêtable beaucoup plus facilement, ce qui peut permettre de gagner du temps. Donc, on ne le voit pas forcément encore apparaître. On voit clairement, en tout cas, qu'en termes de vivier, on est en retard. Et quand on voit justement ces réponses-là, on voit tout de suite que la gestion du recrutement en urgence va être compliquée parce que du coup, on ne peut pas perdre du temps à feuilleter des choses en papier ou en tout cas aller regarder à droite, à gauche dans une base de données plus ou moins bien faite pour justement pouvoir retrouver des candidats potentiels à un poste à pourvoir rapidement. Alors juste Jonathan, hein, parce qu'on a une question de Marc aussi sur l'impact de l'intérimaire par rapport aux salariés dans la qualité du recrutement en urgence. L'impact, il n'est pas forcément sur la qualité, il est plutôt sur le coût quand on recrute en externe, en intérim. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaye ce qui nous reste plus qu'un quart d'heure, d'essayer de finir la présentation et d'essayer de répondre aux autres questions. En tout cas, vous aurez aussi les coordonnées de Jonathan et de moi si vous voulez bien évidemment continuer l'échange. Mais on va essayer, parce qu'il y en a encore beaucoup de choses à dire, de finir cette présentation. Et donc, justement, pour faire le lien avec ce vivier-là dont on parlait, Jonathan, comme on disait, encore une fois, les premiers outils ou solutions qui ont été mis en place au niveau des RH, c'est pour la partie plutôt administrative. C'est pour ça que tout à l'heure, dans les projets, ça apparaissait plutôt à long terme parce que généralement, c'est déjà en place. On s'aperçoit que 71% des entreprises utilisent déjà un espace personnel, mais c'est des choses qui sont très administratives, c'est-à-dire du partage de documents, du salarié vers l'entreprise, mais également de l'entreprise vers les salariés, du contrat de travail, du bulletin de paie électronique, et que ces espaces-là ne sont pas du tout utilisés pour pouvoir justement gérer les évaluations, être un outil collaboratif, comme tu disais, pour partager justement ces informations-là sur des viviers, sur des candidats, et ou la possibilité aussi de gérer, comme on le voit là, des disponibilités pour savoir en fait qui peut être sollicité en urgence comme ça un matin et venir travailler. On s'aperçoit, nous là, on a des clients dans la restauration collective. Bon, quand il y a quelqu'un qui n'est pas là à 7 heures du matin, il faut contacter les gens qui sont dans les 15 kilomètres du site pour pouvoir venir travailler tout de suite en cuisine et pouvoir servir les gens le midi. Donc, il y a vraiment ce besoin-là d'optimisation et ce portail salarié qui est un canal quand même assez digital entre les salariés et les entreprises est assez sous-utilisé pour faire ça. Alors là, Jonathan, c'est aussi intéressant, tu vois là, sur ce recrutement, que ça implique beaucoup de gens dans l'organisation. Tout à fait. On le voit clairement sur les différentes étapes, qu'il y a vraiment des allers-retours qui sont faits justement entre les services RH et les managers. Alors sur la définition du besoin, généralement, là-dessus, il n'y a pas trop de sujets parce que c'est forcément le manager qui va faire son expression de besoin parce qu'il sera la ressource dont il aura besoin pour faire tourner son service. Il y a quand même un point qui apparaît pas, c'est toute la validation du poste, etc. Donc là aussi, il y a des allers-retours qui peuvent être faits entre la RH et justement l'opérationnel. Mais en tout cas, oui, et la compta, effectivement, pour des validations budgétaires, tout à fait. C'est surtout sur la partie recherche de candidats où c'est assez frappant de voir justement le travail qui est fait en commun entre le service RH et le chef d'équipe. Et là-dessus, encore une fois, sur du recrutement en urgence, on pense que c'est justement là où il peut y avoir des complications. Parce que là, on voit clairement que justement, le travail peut être fait du coup des deux côtés, à la fois au niveau du manager, mais aussi à la fois au niveau du service RH. Et c'est là déjà on commence à sentir et à voir que du coup, il y a des pertes de temps, des problèmes aussi peut-être de perte d'informations qui peuvent être importantes et qui peuvent générer ces délais importants au niveau du recrutement. La validation du candidat, donc généralement, est laissée à la main du manager. Donc là-dessus, il n'y a pas de. Ça paraît assez logique parce qu'encore une fois, c'est lui qui va du coup le manager derrière et c'est dans son équipe qui va évoluer. Et puis derrière aussi, c'est pareil, l'édition, la gestion du contrat. Là, à l'unanimité, c'est au service RH. Alors qu'encore une fois, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure, avec de l'outillage un peu plus moderne, cette gestion de contrat, en tout cas, encore une fois, dans une problématique de recrutement en urgence, peut être laissée complètement à la main du manager.
Si on revient sur cette étape 2 là dont tu parlais, où c'est assez flagrant en fait, c'est assez réparti au sein des organisations entre les opérationnels et les services RH. Et quand on leur pose la question, mais est-ce que vous partagez les infos? Ben, ils nous disent non, en fait, le chef d'équipe ou l'opérationnel, il a une pile de CV sur son bureau où il a des numéros de téléphone dans son portable qui peut appeler. Et les RH, ils ont une base de CV qu'ils ont collecté des CV Tech ou les offres d'emploi, qui est aussi dans leur système, mais qui n'est pas du tout utilisé ou partagé avec les opérationnels. Donc, où c'est là, on voit, c'est vraiment siloisé et il n'y a pas d'optimisation justement de ces tâches-là entre services. Et encore une fois, d'un point de vue SIRH pur, nous, ce qu'on constate aussi, c'est que de plus en plus de managers, etc., sont d'outils de gestion d'outils de gestion des temps et des activités assez puissants qui leur font remonter assez rapidement, voire en amont, les problèmes qui vont se poser sur telle ou telle journée ou une semaine plus tard par rapport à leur équipe et aux carences en termes de postes, de remplissage de postes que ça peut engendrer. Et derrière, on constate qu'ils sont assez bien outillés sur cette partie-là amont. Et puis derrière, sur la partie recrutement, ils n'ont plus rien parce que derrière, ils remontent les besoins RH, ils ne sont plus du tout autonomes comme ils peuvent l'être sur la première phase. Donc, il y a vraiment un point de rupture assez important et qu'il faut combler justement pour justement pouvoir traiter l'ensemble de ces demandes. Ben, ce que je te propose, c'est que tu nous expliques un petit peu plus précisément tout ça, là, ce process. Alors, n'ayez Ok. pas peur, hein, c'est fait exprès, mais c'est vraiment aussi pour vous montrer que c'est assez complexe et il y a besoin d'optimiser beaucoup d'éléments. Alors effectivement, ne prenez pas peur, ce schéma est simplifié. Quand justement on se rend compte et qu'on fait des audits au sein des organisations, on se rend compte qu'ils peuvent être encore bien plus complexes que ça. Mais ce qu'on a voulu montrer, c'est l'ensemble de l'implication dans un ensemble d'acteurs qui, et notamment dans le recrutement en urgence, peut justement poser un gros problème, voire un frein. Où justement, là, on voit typiquement dans une organisation, dans un process de recrutement assez basique dans une organisation donnée, où justement, il y a beaucoup d'acteurs. Déjà, il y a le directeur d'établissement qui va prendre l'ensemble du process du recrutement. Il va après, derrière, s'appuyer sur le service de recrutement qui va rédiger l'annonce et la poster, donc à chaque fois manuellement sur divers job boards ou divers canaux, donc avec chaque fois ressaisie. Et puis derrière, le directeur d'établissement va consulter son vivier interne, donc il va regarder s'il y a peut-être des candidatures qui peuvent coller. Puis derrière, il va recommencer à recevoir des réponses, donc à chaque fois différentes selon les canaux, voire des candidatures spontanées. Il va commencer à faire une présélection, donc téléphonique, pour connaître les disponibilités, pour connaître un peu où habitent quand il n'a pas toutes les informations, où habitent les candidats, voir leurs prétentions, pour déjà faire un premier tri. Et puis derrière, après, c'est plusieurs entretiens parce que du coup, c'est le directeur qui s'y colle. Puis après, derrière, c'est le manager enfin qui rentre dans la danse. Et puis derrière, une fois qu'on a vu l'ensemble des candidats, on fait la proposition d'embauche et les demandes de contrat. Et puis c'est pareil, du coup, le candidat, il ne sait pas à qui envoyer ses pièces justificatives, s'il envoie toujours au directeur d'établissement ou si on lui a donné l'adresse de l'ARH pour envoyer les documents. Donc là, on commence à déjà toucher du doigt les difficultés de perte d'informations, manque d'informations et mauvaise qualité d'informations. Ce qui n'apparaît pas dans ce schéma-là et qu'on fait d'habitude aussi apparaître, c'est justement les canaux de circulation d'informations. Là, dans un recrutement classique et dans la plupart des organisations qu'on rencontre, c'est des échanges d'informations par téléphone, par mail, par papier, et donc du coup avec tous les risques que cela peut engendrer. Là, ce qu'on voit pas aussi, c'est que souvent le lundi matin, l'opérationnel appelle le RH en disant bah, il y a 3 personnes en poste, faut gérer le contrat. Donc, et on l'apprend ensuite vraiment a posteriori, et c'est hors circuit et c'est hors process. Mais bon, les gens font aussi avec comment dirais-je, avec ce qu'ils ont hein, en main. Donc, ils essaient de trouver des combines. Et donc là aussi, bah, justement, vous avez des préconisations aussi pour justement dans ce besoin de gestion du recrutement en urgence, bah, rendre ce process un peu plus simple hein, pour justement gagner en efficacité, en rapidité. Voilà, plus simple et plus fluide, où au final, le responsable hiérarchique n'a juste qu'à valider l'acceptation du recrutement, de la demande de poste. Et puis derrière, c'est le manager qui prend tout en charge grâce à un outillage aussi centralisé et performant pour consulter son vivier dans un premier temps, voire rédiger une annonce, la publier d'une manière très simple sur divers canaux
et puis derrière, pouvoir faire une présélection plus rapide, ne serait-ce qu'avec les informations qu'il possède dans sa base de données, et puis derrière, ne se concentrer que sur l'entretien physique, alors pouvoir le faire ensemble avec le directeur d'établissement, et puis derrière, accélérer le process sur la récupération d'infos, la transmission d'informations aussi, et puis du coup, réduire complètement l'implication des divers services, administration du personnel ne rentre plus du tout justement dans ce process-là. Le service recrutement peut effectivement intervenir si c'est des cas de postes assez spécifiques sur lesquels du coup il faut ajouter leur expertise. Et puis en plus de ça, le service recrutement, grâce à cet outillage, peut avoir une vision globale sur le process de recrutement. Par rapport à justement à la remarque de Virginie, parce qu'on voit aussi dans ton schéma que le manager concentre un petit peu plus de tâches et il faut aussi en effet que ça soit plus simple. Il faut vraiment aussi parfois simplifier les choses. Donc quand on s'outille, le but c'est pas aussi de complexifier et de mettre dans le détail et tout. Il faut justement pouvoir exprimer une demande en 30 secondes, valider un besoin en 10 secondes, qu'il y ait des choses soient automatisées et une expérience utilisateur qui soit quand même assez efficace. Parce que sinon, il y a le changement est trop brut et il n'y a pas d'efficacité de ROI suite à l'installation de comment dirais-je de la solution. C'est pas vraiment une conclusion, mais c'est nous ce qu'on voit aussi sur le marché qu'on voulait amener justement avec Acton et ce que toutes les réponses aussi ont amené, enfin ont apporté, c'est que aujourd'hui, il y a un vrai besoin d'optimiser, de gérer à travers des solutions techniques pour pouvoir rendre tout ce système plus fluide. Nous, ce qu'on voit aussi, c'est que parfois les organisations, comme je l'ai dit, il y a des équipes qui vont gérer les alternants, des équipes qui vont gérer les CDD, d'autres les intérimaires, d'autres les CDI, des centralisés, du centralisé. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il faut harmoniser ça pour pouvoir prendre les bonnes pratiques un petit peu partout. Et c'est ce qu'on appelle un peu la Total Talent Acquisition. On commence aussi à avoir des rôles sur LinkedIn, Total Talent Manager, Total Talent RH. Donc voilà, les organisations commencent un petit peu à penser des process qui sont un peu uniques pour gérer toute cette flexibilité. Parce qu'encore une fois, ce qui ressort là, le but des opérationnels, c'est d'avoir la bonne qualification dans son équipe pour lundi. Peu importe si c'est un CDD, un extra, un freelance, un auto-entrepreneur ou un intérimaire. Il faut trouver rapidement la bonne qualification. C'est vraiment ça le but et c'est ce qui ressort de nos discussions et de cette étude. Avant de passer à la conclusion, je vois qu'il y a des gens qui ont quelques… Enfin, n'hésitez pas à continuer à poser des questions. On n'aura peut-être pas le temps de répondre à tout, mais voilà, il y a un chat, donc n'hésitez pas à poser des questions. Et Jonathan, est-ce que tu pourrais, parce qu'on va vraiment tenir l'heure, il est 10h59, faire un premier mot de conclusion, s'il te plaît. Moi, je vais aller très rapidement. De toute manière, c'est ce qu'on a quand même fait apparaître dans fil conducteur tout au long de notre présentation. Ce qu'on voit, c'est que globalement, les entreprises ont encore du mal à être justement à pouvoir bien gérer justement toute cette partie de recrutement en urgence. Et du coup, plusieurs pistes d'amélioration du coup ressortent assez clairement, et même si elles sont d'ailleurs assez imbriquées entre elles. C'est de moderniser les process internes. Mais pour moderniser ces process internes aussi, c'est important d'avoir un outillage aussi qui le permette, ne serait-ce que dans la transmission d'informations et dans la fluidité. Tout ça, ça a vraiment pris forme avec l'impact de la Covid-19, clairement, où justement on ne pouvait plus avoir accès aux informations juste en changeant de bureau ou en rencontrant les personnes, et où justement il fallait que ça aille beaucoup plus vite. Et tout ça, justement, grâce à ces outillages et ces process justement simplifiés, permettent derrière de concentrer de la donnée, parce qu'on en revient quelque part, c'est toujours assez paradoxal de dire ça, parce qu'on dit qu'on gère de l'humain, mais quelque part derrière, il y a toujours aussi une question de données. Et justement, de pouvoir gérer ces données-là d'une manière centralisée et fiable, parce que du coup, partagées par l'ensemble des acteurs internes et externes à l'entreprise, permettent justement ces gains de temps et ces gains de productivité. Alors, je vais juste remercier Alain qui nous dit que l'étude est très intéressante. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on… juste, mais encore une fois, ça rejoint ce que tu disais, Jonathan. Il y a Virginie qui nous dit que parfois le manager dit c'est pas à mon niveau, c'est au RH. Le but, c'est vraiment que
justement quand on s'outille, que les gens travaillent main dans la main et justement ne disent pas ah ben c'est les RH qui n'ont pas trouvé le candidat ou les RH qui disent bah non mais moi j'ai pas eu les infos en temps et en heure pour justement produire le contrat, pouvoir recruter et que vraiment tout le monde travaille de manière collaborative puisqu'aujourd'hui les RH ont vraiment un rôle de plus en plus clé, comme on le disait, dans l'activité des entreprises pour pouvoir justement garantir que tous les managers ont le bon niveau d'employés dans chaque équipe avec le bon niveau de qualification. Donc, c'est vraiment très, 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 très important. L'outil, je le permet clairement d'avoir justement pas sa petite base de données chacun dans son coin et justement éviter cet effet de c'est la RH qui traite, c'est pas moi, je dois faire tourner ma ligne de prod. Donc encore une fois, toujours cette problématique de continuer à responsabiliser les managers, mais quelque part les managers sont les garants de l'organisation aussi, donc du coup doivent aussi à un certain moment prendre part justement à tous ces process internes, même s'ils sont très juridiques, etc. Mais du coup, les outils sont là aussi pour les sécuriser. Ils n'ont pas non plus à créer des contrats de travail, par exemple, de toutes pièces. Ça sera le mot de la fin. Déjà, on voudrait remercier tous ceux qui ont pris le temps de répondre à notre étude, parce que ça nous a permis aussi de mettre en avant toutes ces réflexions-là. On voudrait remercier aussi tous ceux qui sont restés durant cette heure-là. Je vois qu'en fait, on est resté pratiquement à 35 participants pendant 1 heure, donc peu de gens sont partis pendant notre présentation. Vous allez recevoir bien évidemment un replay avec les slides que vous pourrez partager. Vous pourrez aussi avoir nos contacts si vous voulez continuer ces discussions avec nous. Et en tout cas, merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de semaine. Merci, Jonathan. Merci à vous. Bonne fin de semaine également. Allez, au revoir. Au revoir.